Shalom aleichem, shalom aleichem, shalom aleichem. Fredj, qu'est-ce que tu fais? T'es dans la lune, Fredj? Ah pardon, t'es là Shlomi. On faisait la Birkat Halevana, la bénédiction mensuelle sur la lune. Je trouve ça beau, mais je sais pas à quoi ça correspond. T'as une idée, toi? J'ai ma petite idée. Tu me suis? Avec toi, j'irai décrocher la lune. Et le Tout-Puissant dit qu'il y ait des luminaires dans le firmament du ciel pour établir une distinction entre le jour et la nuit, et ils serviront de signes pour les fêtes, pour les jours et pour les années. Et ils serviront de luminaires dans le firmament du ciel pour éclairer la terre. Ainsi fut-il. Par ces mots, la Torah définit clairement le rôle de la lune et du soleil, les deux grands luminaires de la terre. C'est grâce à eux que l'on peut déterminer l'emplacement des fêtes dans le calendrier et que l'on pourra décompter les jours et les années. Mais Shlomi, comment ça marche? Eh bien, c'est simple. Ouais. Enfin, il suffit de rester concentré. Le calendrier civil est un calendrier solaire. Solaire? Lorsque la Terre termine une révolution complète autour du Soleil, en un peu plus de 365 jours, on compte une année. Si on divise cette durée par 12, on obtient des mois d'environ 30 jours. Résultat, l'année correspond à un phénomène physique, mais les mois sont définis par une simple convention. Pour Fred et moi qui sommes dans la lune, ça existe les calendriers lunaires? Absolument! Le calendrier islamique par exemple. Lorsque la lune termine une révolution complète autour de la Terre en à peu près 29 jours et demi, on compte un mois. Si on multiplie cette durée par 12, on obtient des années d'environ 355 jours. Résultat, les mois correspondent à un phénomène physique, mais l'année est définie par une simple convention. Il y a une différence d'environ 10 jours entre une année solaire et une année lunaire. Et notre calendrier, il est lunaire ou solaire? Eh bien, le calendrier juif, il est lunisolaire. Quoi? Lunisolaire. Ça veut dire que les mois sont lunaires et qu'ils durent environ 29 jours et demi. Comme dans le calendrier islamique, une nouvelle lune correspond à un nouveau mois. Mais l'année dure environ 365 jours, comme dans le calendrier civil. Bah, c'est pas possible. 29,5 x 12, ça fera jamais 365. Comment on complète les 10 jours de différence entre l'année lunaire et l'année solaire? Eh bien, on intercale un 13e mois. Pas tous les ans, bien sûr. Regarde ce tableau. Sur un cycle de 19 ans, on a 7 années de 13 mois. On appelle ça des années embolismiques. En hébreu, Shana Meuberet. Quelle harmonie! Ainsi, chaque mois correspond à une révolution lunaire. Quant au cycle des saisons, il est maintenu. Pessah tombe toujours au printemps, Shavuot à la période de la moisson et Sukkot au début de la saison hivernale. Du moins pour l'hémisphère nord. C'est vrai ça. Figurez-vous que lorsque c'est l'été dans l'hémisphère nord, c'est l'hiver dans l'hémisphère sud. D'ailleurs, la Birkat Ha'ilanot, la bénédiction sur les arbres en fleurs que l'on récite au mois de Nissan dans l'hémisphère nord, pour louer la perfection de la nature et le renouvellement des saisons, est récitée 6 mois plus tard en Tishri dans l'hémisphère sud. Bon, mais Shlomi, je ne sais toujours pas à quoi correspond la Birkat Halevana. C'est la bénédiction mensuelle sur la Lune. C'est une louange de la perfection de la mécanique lunaire. Plus largement, du cosmos, de son créateur et du peuple d'Israël, qui, comme la Lune, se renouvelle constamment. On récite cette bénédiction avant le 15 de chaque mois. Justement, Shlomi, je me trouve ici avec Paul Kamoun, astrophysicien, qui va nous en dire un petit peu plus. Oui, Fred, effectivement, Rosh Chodesh, c'est un élément très important du judaïsme. D'abord, c'est la sanctification du temps, c'est la première mitzvah que le peuple juif a reçue en sortant d'Égypte. Mais comme on ne se balade pas tous les jours avec un calendrier lunaire dans la poche, il faut quelques astuces pour pouvoir déterminer quel jour du mois lunaire on se trouve. Tu as quelques trucs, Paul? Oui, il y a quelques moyens assez simples en fait. Si la partie lumineuse de la Lune est à droite de la Lune, tu sais que tu es dans la première moitié du mois lunaire. Si elle est à gauche, tu es dans la deuxième moitié. Ensuite, une fois que tu as déjà déterminé dans quelle moitié du mois tu es, tu vas te repérer par rapport au 7 ou bien au 21, qui correspondent chacun à la visibilité d'une demi-lune. Et ensuite, tout simplement, ce que tu fais, si tu regardes la proportion de la Lune qui est éclairée, en tout cas qui est visible pour toi, et c'est très facile à juger, et tu sais à un jour près quel jour du mois tu es. Par exemple, nous on peut se tourner ici, on peut regarder, tu vois, on a dépassé un demi-disque en visibilité, donc on voit qu'on a dépassé le 7 du mois,
Et on voit qu'on n'est pas encore au 15, puisqu'on n'a pas encore la pleine lune. Et d'après la proportion qui est visible, tu vois qu'on doit être à peu près entre le 11 et le 12. Bien sûr, il y a une précision d'un jour, mais c'est déjà pas mal. Et ce qu'il y a de très fort, c'est qu'il y a plus de 2000 ans, le Talmud, dans le traité Rosh Hashanah, nous apprend avec exactitude la durée de la lunaison. 29 jours et demi et un peu plus de 44 minutes. Et aujourd'hui, avec les moyens technologiques les plus modernes, les scientifiques aboutissent à la même conclusion. Oui, c'est impressionnant parce que d'abord, quand on regarde les astronomes de toutes les générations, ils ont mis très longtemps avant d'avoir une valeur aussi précise. Il a fallu attendre les missions lunaires, des missions Apollo américaines pour que des astronautes puissent déposer sur la Lune ce qu'on appelle des réflecteurs laser, de telle sorte qu'on puisse tirer avec un laser de la Terre vers les réflecteurs qui sont sur la Lune pour mesurer au millimètre près la position de la Lune et donc avoir la certitude sur son orbite extrêmement précise. Mais effectivement, nos anciens n'avaient pas besoin d'avoir ce qu'on appellerait la dixième décimale. Ils avaient juste besoin d'une mesure suffisamment précise pour faire un calendrier. Et donc, ils utilisaient essentiellement des nombres entiers et il est impossible de retrouver une valeur aussi précise que celle qui a été transmise de génération en génération en se basant tout simplement sur des nombres entiers et sur des fractions pour donner effectivement que le mois lunaire, ce qu'on appelle la lunaison, est de 29 jours, 12 heures et exactement 793 halakim, le halak étant en fait l'équivalent de la seconde, mais en fait c'est au lieu de diviser une heure en 3600, on la divise en 1080 parties, 1080 présentant la particularité d'être divisible par pratiquement tous les nombres entre 1 et 10, et donc ça avait beaucoup de sens aussi de diviser les heures en 1080 halakim au lieu de les diviser en 3600 secondes. À part la Birkat Elevana, il y a également la Birkat Harama, une bénédiction récitée sur le soleil une fois tous les 28 ans. Tu nous expliques pourquoi la Bat-Kol? Parce que tous les 28 ans, un mercredi du mois de Nissan, le soleil, la lune, la terre et les planètes sont dans la même conjonction astronomique et géométrique que lors de la création du monde. Le calendrier, c'est les mois et les années, mais c'est aussi les jours et les semaines. Aujourd'hui, toutes les civilisations du monde ont adopté la semaine de 7 jours. Mais pour le peuple juif, cela provient de la création du monde. Souvenez-vous, Dieu créa le monde en 7 jours. Plus précisément, 6 jours de la création matérielle et un jour, le Shabbat, couronnement des 6 jours de la création. Dieu crée le repos physique pour que l'homme puisse se consacrer pleinement à la dimension spirituelle. Mais Shlomi, la journée, elle commence quand? Au sujet de la création de l'univers, la Torah nous dit « Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Echad ». Il fut soir et il fut matin, jour 1. De là, nos sages apprennent que la journée commence à la tombée de la nuit lorsque l'on peut apercevoir 3 étoiles dans le ciel. Et les différents événements astronomiques d'une journée sont très importants dans le judaïsme. C'est eux qui rythment les différentes prières. La journée est découpée en 24 heures, 12 pour la nuit et 12 pour le jour. Pour Arvit, on a toute la nuit, mais a priori, pour ne pas oublier, on prie dans les 6 premières heures de la nuit. La fin de la 6e heure, c'est ce qu'on appelle Chatzot, la moitié de la nuit. Pour Shacharit, on peut prier à partir de l'apparition du disque solaire. Cependant, le schéma Israël doit être récité avant la fin de la 3e heure. La Hamida du matin avant la fin de la 4e heure. Enfin, pour Mincha, on peut prier à partir de 6h30 depuis le lever du soleil et jusqu'au coucher du soleil. En fait, on ne parle pas d'heures classiques de 60 minutes, mais d'heures solaires ou saisonnières. Des heures qui dépendent de la longueur du jour. Elles sont longues en été et courtes en hiver. On parlait des 7 jours de la semaine, il y a aussi un cycle de 7 années. 6 années où l'on travaille la terre et une année de Shemitah, de Shabbat ou de repos de la terre qui est observée sur toute la terre d'Israël. Les agriculteurs abandonnent leurs activités professionnelles et ne se consacrent plus qu'à l'étude de la Torah. Les fruits de cette année sont sacrés, ils ne peuvent pas être commercialisés ni gaspillés. Sinon Shlomi, t'as déjà entendu parler de la ligne de changement de date? Bien sûr. Prenons une journée au hasard, le mercredi 1er octobre 1941. Sur cette image, la Terre vue du pôle Nord. Quand il est minuit, dans les îles du Pacifique, le monde entier se trouve dans la journée du 30 septembre. Mais ça ne dure qu'un instant. L'instant d'après, les îles du Pacifique commencent à passer dans la journée du 1er octobre. Ainsi, quand on traverse la ligne d'est en ouest, on passe du 1er octobre au 30 septembre. Cette ligne doit forcément exister, mais son emplacement a été choisi arbitrairement par les nations, à l'endroit le moins peuplé du globe, pour perturber le moins de population. Cependant, j'ai entendu que selon certains de nos maîtres, ça ne serait pas cette ligne qui serait retenue par la halakha, mais plutôt une ligne située entre la Chine et le Japon. Ça me fait penser, Shlomi, le 1er octobre 1941, tu l'as vraiment choisi au hasard?
Bah, pourquoi? Parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, plusieurs grandes yeshivot de Lituanie s'expatrient vers Shanghai pour échapper au nazisme. Au cours de leur périple, en 1941 justement, elles arrivent à Kobe, au Japon. Une grande discussion à la Rique éclate. Selon le Rav Kisilov, installé dans le Mandchourie, on suit la ligne de changement de date internationale. À Kobe, on célèbre donc le Shabbat le samedi. Mais selon le Rav de Brisk et d'autres rabbinim, le Shabbat commence au Japon le dimanche. Le Rabbi Damchinov finit par mettre tout le monde d'accord. Pour éviter le doute, il suffirait de pratiquer 2 jours de Shabbat à Kobe. Mais il y a quand même un problème pour Yom Kippour puisque c'est une mitzvah de manger le 9 Tishri et de jeûner le 10. Alors c'était quoi la solution? Justement, Fredj, le 1er octobre 1941, date choisie par Shlomi au hasard, c'était Yom Kippour dans le monde. Le Chazon Ish, l'une des plus grandes sommités de Torah de l'époque, prit une position claire. Chers frères, mangez le mercredi alors que le reste du monde jeûnera et célébrez Kippour jeudi sans crainte. On raconte que 3 courageux jeûnèrent le mercredi et le jeudi sans interruption. Mais alors Doc, d'après le Chazon Ish, qu'est-ce qui se passerait si on passait de Kobe à Shanghai? On retournerait dans le passé? Précisément. Et de Shanghai vers Kobe? Mais vers le futur!